Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit où je suis ravie de vous accueillir ce soir pour vous lire la suite du Petit Chose d'Alphonse Daudet. Alors, si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez le faire à tout moment en allant sur #VBN ou sur la page Facebook de l'émission. Et sinon, nous allons donc poursuivre la lecture de ce roman. Alors, il faut savoir que c'est un roman qui a été écrit en 1868. C'est le premier roman d'Alphonse Daudet. Et c'est sous bien des aspects un roman quelque peu autobiographique, même s'il ne l'est pas complètement. Il y a beaucoup de libertés qui sont prises par rapport à la vie d'Alphonse Daudet. Mais il y a des liens, bien entendu, avec la vie réelle d'Alphonse Daudet. Alors, nous avons commencé le roman lors de la précédente émission. L'histoire nous plonge en fait donc, dans la vie de la famille Essette, qui habite à la base donc, une petite ville de province dans le Midi, qui se débrouille à peu près donc, pour subvenir à ses besoins. Le père étant plutôt un riche industriel, et donc il arrive, tant bien que mal, normalement, à subvenir à ses besoins, jusqu'au jour où il essuie un revers de fortune. Alors avec lui vivent bien entendu son épouse, sa femme donc, et ses fils Daniel et Jacques. D'ailleurs, le petit Chose, c'est le petit Daniel, c'est le petit dernier de la famille. Il a aussi un troisième fils, mais ce troisième fils est rentré dans les ordres, il est devenu abbé et donc il ne dépend plus de la famille puisqu'il gagne déjà sa vie dans l'ordre ecclésiastique. Donc il faut savoir que tout bascule le jour vraiment donc, où cette famille va essuyer un revers de fortune et ils vont être obligés de déménager à Lyon et va s'en suivre tout un tas de péripéties et de malheurs à cette pauvre famille. Et nous allons plus particulièrement suivre le destin de Daniel, du petit dernier, qui va donc prendre le surnom du Petit Chose. Alors nous allons tout de suite reprendre la lecture de ce roman, à peu près au milieu du chapitre 2. Il y avait environ 2 mois que nous étions à Lyon, lorsque nos parents songèrent à nos études. Mon père aurait bien voulu nous mettre au collège, mais c'était trop cher. Si nous les envoyions dans une manécanterie, dit Madame Essette, il paraît que les enfants y sont très bien. Cette idée sourit à mon père, et comme Saint-Nizier était l'église la plus proche, on nous envoya à la manécanterie de Saint-Nizier. C'était très amusant, la manécanterie. Au lieu de nous bourrer la tête de grec et de latin comme dans les autres institutions, on nous apprenait à servir la messe du grand et du petit-côté, à chanter les antiennes et à faire des génuflexions, à encenser également, ce qui est très difficile. Il y avait bien par-ci par-là quelques heures dans le jour consacré aux déclinaisons et à l'épitome, mais ceci n'était qu'accessoire. Avant tout, nous étions là pour le service de l'Église. Au moins une fois par semaine, l'abbé Micou nous disait entre deux prises et d'un air solennel « Demain, messieurs, pas de classe du matin. Nous sommes d'enterrement. » Nous étions d'enterrement. Quel bonheur! Puis c'était les baptêmes, les mariages, une visite de Monseigneur, le viatique qu'on portait à un malade. Oh, le viatique! Comme on était fiers quand on pouvait l'accompagner. Sous un petit dais de velours rouge marchaient les prêtres portant l'hostie et les saintes huiles. 2 enfants de chœur soutenaient le dais, 2 autres l'escortaient avec de gros falots dorés. Un 5e marchait devant en agitant une crécelle. D'ordinaire, c'était mes fonctions. Sur le passage du viatique, les hommes se découvraient, les femmes se signaient. Quand on passait devant un poste, la sentinelle criait « Aux armes !» Les soldats accouraient et se mettaient en rang. « Présentez, armes, genoux à terre !» disait l'officier. Les fusils sonnaient, le tambour battait au champ, j'agitais ma crécelle par 3 fois, comme au Sanctus, et nous passions. C'était très amusant, la manécanterie. Chacun de nous avait dans une petite armoire un fourniment complet d'ecclésiastique. Une soutane noire avec une longue queue, une aube, un surplis à grande manche roide d'empois, des bas de soie noire, 2 calottes, l'une en drap, l'autre en velours, des rabats bordés de petites perles blanches, tout ce qu'il fallait. Il paraît que ce costume m'allait très bien. « Il est à croquer là-dessous, disait Madame Essette. Malheureusement, j'étais très petit et cela me désespérait. Figurez-vous que, même en me haussant, je ne montais guère plus haut que les bas blancs de M. Caduff, notre Suisse. Et puis si frêle. Une fois à la messe, en changeant les évangiles de place, le gros livre était si lourd qu'il m'entraîna. Je tombais de tout mon long sur les marches de l'autel.
Le pupitre fut brisé, le service interrompu. C'était jour de Pentecôte. Quel scandale! À part ces légers inconvénients de ma petite taille, j'étais très content de mon sort. Et souvent le soir, en nous couchant, Jacques et moi, nous nous disions « En somme, c'est très amusant la maniganterie. » Par malheur, nous n'y restâmes pas longtemps. Un ami de la famille, recteur d'université dans le Midi, écrivit un jour à mon père que s'il voulait une bourse d'externe au collège de Lyon pour un de ses fils, on pourrait lui en avoir une. « Ce sera pour Daniel, dit M. Essette. Et Jacques, dit ma mère. Oh, Jacques, je le garde avec moi, il me sera très utile. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il a du goût pour le commerce, nous en ferons un négociant. De bonne foi, je ne sais comment, M. Essette avait pu s'apercevoir que Jacques avait du goût pour le commerce. En ce temps-là, le pauvre garçon n'avait du goût que pour les larmes, et si on l'avait consulté... Mais on ne le consulta pas, ni moi non plus. Ce qui me frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue, les gones, comme on dit. Moi, j'en avais une petite blouse. J'avais l'air d'un gone. Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait « Tiens, il a une blouse !» Le professeur fit la grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom. Il disait toujours « Hé, vous là-bas, le petit chose !» Je lui avais dit pourtant 20 fois que je m'appelais Daniel Essette. À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose, et le surnom me resta. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Et les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le rance. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, quelquefois il manquait des pages. Jacques faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte, mais il mettait toujours trop de colle et cela puait. Il m'avait fait aussi un cartable avec une infinité de poches, très commode, mais toujours trop de colle. Le besoin de coller et de cartonner était devenu chez Jacques une manie comme le besoin de pleurer. Il avait constamment devant le feu un tas de petits pots de colle et dès qu'il pouvait s'échapper du magasin un moment, il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps, il portait des paquets en ville, écrivait sous la dictée, allait aux provisions, le commerce enfin. Quant à moi, j'avais compris que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être à leur égal. Et ma foi, le petit chose se mit à travailler de tout son courage. Brave petit chose, je le vois en hiver, dans sa chambre sans feu, assis à sa table de travail, les jambes enveloppées d'une couverture. Au dehors, le givre fouettait les vitres. Dans le magasin, on entendait Monsieur Essette qui dictait. « J'ai reçu votre honoré du 8 courant. » Et la voix pleurade de Jacques qui reprenait. « J'ai reçu votre honoré du 8 courant. » De temps en temps, la porte de la chambre s'ouvrait doucement. C'était Madame Essette qui entrait. Elle s'approchait du petit chose sur la pointe des pieds. « Chut !»« Tu travailles ?» lui disait-elle tout bas. « Oui, mère. Tu n'as pas froid ?»« Oh non. » Le petit chose montait. Il avait bien froid au contraire. Alors Madame Essette s'asseyait auprès de lui avec son tricot et restait là de longues heures, comptant ses mailles à voix basse, avec un gros soupir de temps en temps. Pauvre Madame Essette. Elle y pensait toujours à ce cher pays qu'elle n'espérait plus revoir. Hélas, pour notre malheur à tous, elle allait le revoir bientôt. Il est mort, priez pour lui, chapitre 3. C'était un lundi du mois de juillet. Ce jour-là, en sortant du collège, je m'étais laissée entraîner à faire une partie de bar. Et lorsque je me décidai à rentrer à la maison, il était beaucoup plus tard que je n'aurais voulu. De la place des terreaux à la rue Lanterne, je courus sans m'arrêter, mes livres à la ceinture,
ma casquette entre les dents. Toutefois, comme j'avais une peur effroyable de mon père, je repris haleine 1 minute dans l'escalier, juste le temps d'inventer une histoire pour expliquer mon retard. Sur quoi, je sonnai bravement. Ce fut Monsieur Essette lui-même qui vint m'ouvrir. « Comme tu viens tard, me dit-il. » Je commençais à débiter mon mensonge en tremblant, mais le cher homme ne me laissa pas achever et m'attirant sur sa poitrine, il m'embrassa longuement et silencieusement. Moi qui m'attendais pour le moins à une verte semonce, cet accueil me surprit. Ma première idée fut que nous avions le curé de Saint-Nizier à dîner. Je savais par expérience qu'on ne nous comptait jamais ces jours-là. Mais en entrant dans la salle à manger, je vis tout de suite que je m'étais trompée. Il n'y avait que 2 couverts sur la table, celui de mon père et le mien. « Et ma mère et Jacques ?» demandai-je étonnée. « Madame Essette, Monsieur Essette, » me répondit d'une voix douce qui ne lui était pas habituelle. « Ta mère et Jacques sont partis, Daniel. Ton frère l'abbé est bien malade. » Puis, voyant que j'étais devenue tout pâle, il ajouta presque gaiement pour me rassurer. « Quand je dis bien malade, c'est une façon de parler. On nous a écrit que l'abbé était au lit. Tu connais ta mère. Elle a voulu partir et je lui ai donné Jacques pour l'accompagner. En somme, ce ne sera rien. Mais maintenant, mets-toi là et mangeons. Je meurs de faim. » Je m'attablai sans rien dire, mais j'avais le cœur serré et toutes les peines du monde à retenir mes larmes, en pensant que mon grand frère l'abbé était bien malade. Nous dînâmes tristement, en face l'un de l'autre, sans parler. Monsieur Essette mangeait vite, buvait à grands coups, puis s'arrêtait subitement et songeait. Pour moi, immobile, au bout de la table et comme frappée de stupeur, je me rappelais les belles histoires que l'abbé me contait lorsqu'il venait à la fabrique. Je le voyais retroussant bravement sa soutane pour franchir les bassins. Je me souvenais aussi du jour de sa première messe, où toute la famille assistait. Comme il était beau lorsqu'il se tournait vers nous, les bras ouverts, disant « Dominus vobiscum », d'une voix si douce que Madame Essette en pleurait de joie. Maintenant, je me le figurais là-bas, couché, malade. Bien malade, quelque chose me le disait. Et ce qui redoublait mon chagrin de le voir ainsi, c'est une voix que j'entendais me crier au fond de mon cœur. « Dieu te punit, c'est ta faute. Il fallait rentrer tout droit, il ne fallait pas mentir. » Et plein de cette effroyable pensée que Dieu, pour le punir, allait faire mourir son frère, le petit chose se désespérait en lui-même, disant « Jamais, non jamais, je ne jouerai plus au bar en sortant du collège. » Le repas terminé, on alluma la lampe. À la veillée commença. Sur la nappe, au milieu des débris du dessert, M. Essette avait posé ses gros livres de commerce et faisait ses comptes à voix haute. Finet, le chat des Babarottes, miaulait tristement en rôdant autour de la table. Moi, j'avais ouvert la fenêtre et je m'y étais accoudée. Il faisait nuit, l'air était lourd. On entendait les gens d'en bas rire et causer devant leur porte et les tambours du fort Loyasse battre dans le lointain. J'étais là depuis quelques instants, pensant à des choses tristes et regardant vaguement dans la nuit, quand un violent coup de sonnette m'arracha de ma croisée. Brusquement, je regardai mon père avec effroi, et je crus voir passer sur son visage le frisson d'angoisse et de terreur qui venait de m'envahir. Ce coup de sonnette lui avait fait peur, à lui aussi. « On sonne, me dit-il presque à voix basse. « Restez, père, j'y vais. » Et je m'élançai vers la porte. Un homme était debout sur le seuil. Je l'entrevis dans l'ombre, me tendant quelque chose que j'hésitais à prendre. « C'est une dépêche, dit-il. »« Une dépêche, grand Dieu, pourquoi faire ?» Je la pris en frissonnant, et déjà je repoussai la porte. Mais l'homme la retint avec son pied et me dit froidement
Il faut signer. Il fallait signer. Je ne savais pas. C'était la première dépêche que je recevais. « Qui est là, Daniel ?» me cria M. Essette, sa voix tremblait. Je répondis « Rien, c'est un pauvre. » Et faisant signe à l'homme de m'attendre, je courus à ma chambre, je trempai ma plume dans l'encre, à tâtons, puis je revins. L'homme dit « Signez là !» Le petit chose signa d'une main tremblante, à la lueur des lampes de l'escalier. Ensuite, il ferma la porte et rentra, tenant la dépêche cachée sous sa blouse. Oh oui, je te tenais cachée sous ma blouse, dépêche de malheur. Je ne voulais pas que monsieur Essette te vît, car d'avance, je savais que tu venais nous annoncer quelque chose de terrible. Et lorsque je t'ouvris, tu m'appris rien de nouveau. Entends-tu, dépêche? Tu ne m'appris rien que mon cœur n'eût déjà deviné. C'était un pauvre, me dit mon père en me regardant. Je répondis sans rougir. C'était un pauvre. Et pour détourner les soupçons, je repris ma place à la croisée. J'y restai encore quelque temps, ne bougeant pas, ne parlant pas, serrant contre ma poitrine ce papier qui me brûlait. Par moments, j'essayais de me raisonner, de me donner du courage. Je me disais, qu'en sais-tu, c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être on écrit qu'il est guéri. Mais au fond, je sentais bien que ce n'était pas vrai, que je me mentais à moi-même, que la dépêche ne dirait pas qu'il était guéri. Enfin, je me décidai à passer dans ma chambre pour savoir une bonne fois à quoi m'en tenir. Je sortis de la salle à manger, lentement, sans avoir l'air, mais quand je fus dans ma chambre avec quelle rapidité fiévreuse j'allumai ma lampe, et comme mes mains tremblaient en ouvrant cette dépêche de mort, et de quelles larmes brûlantes je la rosai lorsque je l'eus ouverte. Je la relus 20 fois, espérant toujours m'être trompée. Mais pauvre de moi, j'eus beau la lire et la relire et la tourner dans tous les sens, je ne pus lui faire dire autre chose que ce qu'elle avait dit d'abord, ce que je savais bien qu'elle dirait. Il est mort, priez pour lui. Combien de temps je restai là, debout, pleurant devant cette dépêche ouverte, je l'ignore. Je me souviens seulement que mes yeux me cuisaient beaucoup et qu'avant de sortir de ma chambre, je baignais mon visage longuement. Puis je rentrais dans la salle à manger, tenant dans ma petite main crispée la dépêche 3 fois maudite. Maintenant, qu'allais-je faire? Comment m'y prendre pour annoncer l'horrible nouvelle à mon père et quel ridicule enfantillage m'avait poussé à la garder pour moi seule? Un peu plus tôt, un peu plus tard, est-ce qu'il ne l'aurait pas su? Quelle folie! Au moins, si j'étais allée droit à lui lorsque la dépêche était arrivée, nous l'aurions ouvert ensemble et à présent tout serait dit. Or, tandis que je me parlais à moi-même, je m'approchai de la table et je vins m'asseoir à côté de M. Essette, juste à côté de lui. Le pauvre homme avait fermé ses livres et de la barbe de sa plume s'amusait à chatouiller le museau blanc de Finet. Cela me serrait le cœur qu'il s'amusât ainsi. Je voyais sa bonne figure que la lampe éclairait à demi, s'animer et rire par moments. Et j'avais envie de lui dire « Oh non, ne riez pas, je vous en prie. » Alors, comme je le regardais aussi tristement avec ma dépêche à la main, M. Essette leva la tête. Nos regards se rencontrèrent, et je ne sais pas ce qu'il vit dans le mien. Mais je sais que sa figure se décomposa tout à coup, qu'un grand cri jaillit de sa poitrine, qu'il me dit d'une voix à fendre l'âme « Il est mort, n'est-ce pas ?» Que la dépêche glissa de mes doigts, que je tombai dans ses bras en sanglotant, et que nous pleurâmes, tandis qu'à nos pieds Finet jouait avec la dépêche. L'horrible dépêche de mort, cause de toutes nos larmes. Écoutez, je ne mens pas. Voilà longtemps que ces choses se sont passées. Voilà longtemps qu'il dort dans la terre, mon cher abbé que j'aimais tant.
Eh bien, encore aujourd'hui, quand je reçois une dépêche, je ne peux pas l'ouvrir sans un frisson de terreur. Il me semble que je vais lire qu'il est mort et qu'il faut prier pour lui. Chapitre 4, le cahier rouge. On trouve dans les vieux missels de Naïve en luminure, où la dame des 7 douleurs est représentée ayant sur chacune de ses joues une grande ride profonde, cicatrice divine que l'artiste a mise là pour nous dire « Regardez comme elle a pleuré !» Cette ride, la ride des larmes. Je jure que je l'ai vue sur le visage amaigri de Madame Essette lorsqu'elle revint à Lyon après avoir enterré son fils. Pauvre mère, depuis ce jour, elle ne voulut plus sourire. Ses robes furent toujours noires, son visage toujours désolé. Dans ses vêtements comme dans son cœur, elle prit le grand deuil et ne le quitta jamais. Du reste, rien de changé dans la maison Essette. Ce fut un peu plus lugubre, voilà tout. Le curé de Saint-Nizier dit quelques messes pour le repos de l'âme de l'abbé. On tailla 2 vêtements noirs pour les enfants dans une vieille roulière de leur père. Et la triste vie recommença. Il y avait déjà quelque temps que notre cher abbé était mort. Lorsqu'un soir, à l'heure de nous coucher, je fus étonnée de voir Jacques fermer notre chambre à double tour, boucher soigneusement les rainures de la porte, et cela fait venir vers moi d'un grand air de solennité et de mystère. Il faut vous dire que, depuis son retour du midi, un singulier changement s'était opéré dans les habitudes de l'ami Jacques. D'abord, ce que peu de personnes voudront croire, Jacques ne pleurait plus, ou presque plus. Puis, son fol amour du cartonnage lui avait à peu près passé. Les petits pots de colle allaient encore au feu de temps en temps, mais ce n'était plus avec le même entrain. Maintenant, si vous avez besoin d'un cartable, il fallait vous mettre à genoux pour l'obtenir. Des choses incroyables. Un carton à chapeau que Madame Essette avait commandé était sur le chantier depuis 8 jours. À la maison, on ne s'apercevait de rien, mais moi je voyais bien que Jacques avait quelque chose. Plusieurs fois, je l'avais surpris dans le magasin, parlant seul et faisant des gestes. La nuit, il ne dormait pas. Je l'entendais marmotter entre ses dents, puis subitement sauter au bas du lit et marcher à grands pas dans la chambre. Tout cela n'était pas naturel et me faisait peur quand j'y songeais. Il me semblait que Jacques allait devenir fou. Ce soir-là, quand je le vis fermer à double tour la porte de notre chambre, cette idée de folie me revint dans la tête et j'eus un mouvement d'effroi. Mon pauvre Jacques, lui ne s'en aperçut pas et prenant gravement une de mes mains dans les siennes, « Daniel, me dit-il, je vais te confier quelque chose, mais il me faut jurer que tu n'en parleras jamais. » Je compris tout de suite que Jacques n'était pas fou. Je répondis sans hésiter, « Je te le jure, Jacques. » « Eh bien, tu ne sais pas, hein? Chut. Je fais un poème, un grand poème. » « Un poème, Jacques? Tu fais un poème, toi ?» Pour toute réponse, Jacques tira de dessous sa veste un énorme cahier rouge qu'il avait cartonné lui-même, en tête duquel il avait écrit de sa plus belle main « Religion, religion, poème en 12 chants, par Essette Jacques. » C'était si grand que j'en eus comme un vertige. Comprenez-vous cela? Jacques, mon frère Jacques, un enfant de 13 ans, le Jacques des sanglots et des petits pots de colle, faisait religion, religion, poème en 12 chants. Et personne ne s'en doutait. Et on continuait à l'envoyer chez les marchands d'herbes avec un panier sous le bras. Et son père lui criait plus que jamais « Jacques, tu es un âne !» Oh, pauvre cher Essette Jacques, comme je vous aurais sauté au cou de bon cœur si j'avais osé. Mais je n'osais pas. Songez donc, religion, religion, poème en 12 chants. Pourtant, la vérité m'oblige à dire que ce poème en 12 chants était loin d'être terminé. Je crois même qu'il n'y avait encore de fait que les 4 premiers vers du premier chant. Mais vous savez, en ces sortes d'ouvrages, la mise en train est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Et comme disait Essette, Jacques, avec beaucoup de raison, maintenant que j'ai mes 4 premiers vers, le reste n'est rien. Ce n'est qu'une affaire de temps. Ce reste qui n'était rien, enfin qu'une affaire de temps, jamais Jacques
n'ont pu venir à bout. Que voulez-vous? Les poèmes ont leur destinée. Il paraît que la destinée de religion, poème en 12 chants, était de ne pas être en 12 chants du tout. Le poète eut beau faire, il n'alla jamais plus loin que les 4 premiers vers. C'était fatal. À la fin, le malheureux garçon, impatienté, envoya son poème au diable et congédia la muse. On disait encore la muse en ce temps-là. Le jour même, ses sanglots le reprirent et les petits pots de colle reparurent devant le feu. Et le cahier rouge? Oh, le cahier rouge! Il avait sa destinée aussi, celui-là. Jacques me dit, « Je te le donne, mais y ce que tu voudras. » Savez-vous ce que j'y mis, moi? Mes poésies, parbleu! Les poésies du Petit Chose. Jacques m'avait donné son mal. Et maintenant, si le lecteur le veut bien, pendant que le Petit Chose est en train de cueillir des rimes, nous allons d'une enjambée franchir 4 ou 5 années de sa vie. J'ai hâte d'arriver à un certain printemps de 1800, dont la maison Essette n'a pas encore aujourd'hui perdu le souvenir. On a, comme cela, des dates dans la famille. Du reste, ce fragment de ma vie, que je passe sous silence, le lecteur ne perdra rien à ne pas le connaître. C'est toujours la même chanson, des larmes et de la misère. Les affaires qui ne vont pas, les loyers en retard, des créanciers qui font des scènes, les diamants de ma mère vendus, l'argenterie au mont-piété, les draps de lit qui ont des trous, les pantalons qui ont des pièces, des privations de toutes sortes, des humiliations de tous les jours. L'éternel, comment ferons-nous demain? Le coup de sonnette insolent des huissiers, le concierge qui sourit quand on passe, et puis les emprunts, et puis les protets, et puis... Nous voilà donc... en 1800 et quelques toujours. Cette année-là, le Petit Chose achevait sa philosophie. C'était, si j'ai bonne mémoire, un jeune garçon très prétentieux, se prenant tout à fait au sérieux comme philosophe et aussi comme poète. Du reste, pas plus haut qu'une botte et sans un poil de barbe au menton. Or, un matin que ce grand philosophe de Petit Chose se disposait à aller en classe, Monsieur Essette, père, l'appela dans le magasin et sitôt qu'il le vit entrer, lui fit de sa voix brutale. « Daniel, jette tes livres, tu ne vas plus au collège. » Ayant dit cela, Monsieur Essette, père, se mit à marcher à grands pas dans le magasin sans parler. Il paraissait très ému, et le Petit Chose aussi, je vous assure. Après un long moment de silence, Monsieur Essette, père, reprit la parole. « Mon garçon, dit-il, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Oh, bien mauvaise. Nous allons être obligés de nous séparer tous. Voici pourquoi. » Ici, un grand sanglot, un sanglot déchirant, retentit derrière la porte entrebâillée. « Jacques, tu es un âne !» cria Monsieur Essette sans se retourner. Puis il continua. « Quand nous sommes venus à Lyon, il y a 6 ans, ruinés par les révolutionnaires, j'espérais, à force de travail, arriver à reconstruire notre fortune. Mais le démon s'en mêle. Je n'ai réussi qu'à nous enfoncer jusqu'au cou dans les dettes et dans la misère. À présent, c'est fini, nous sommes embourbés. Pour sortir de là, nous n'avons qu'un parti à prendre maintenant que nous voilà grandis, vendre le peu qui nous reste et chercher notre vie, chacun de notre côté. » Et c'est sur cette annonce tragique que je termine cette émission. J'espère que vous y aurez pris beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à aller sur le hashtag VBN si vous souhaitez commenter l'émission. Et moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la suite du Petit Chose. Au revoir.